Bonjour, je m'appelle Marc Bélaï, je suis pédiatre et donc tout naturellement, nous allons ensemble faire des dossiers de pédiatrie qui sont des dossiers transversaux et qui vont nous permettre de répondre de manière adéquate à toutes les questions que vous vous posez. Je vous propose pour ce dossier numéro 1 une enfant de 7 jours qui a un examen systématique et qui n'a déroulé, qui n'a eu aucun problème, sauf un retard de croissance intra-utérin. Déjà, le retard de croissance intra-utérin, vous savez que c'est un objectif à la fois obstétrique et pédiatrique. Le retard de croissance intra-utérin, sa définition, elle est évidemment anténatale, puisque c'est intra-utérin, et elle donne lieu à ce qu'on appelle une hypotrophie, le plus souvent, c'est-à-dire un enfant qui est né avec un poids inférieur au 3e percentile, cette hypotrophie étant soit homogène, à la fois sur le poids, sur la taille et le périmètre crânien, et dans ces cas-là, on est dans un mauvais pronostic, parce qu'il y a une croissance très très faible au niveau de la tête, et comme vous savez, quand on vous traite de petite tête, c'est jamais quelque chose qui est un compliment, donc avec un pronostic psychomoteur qui est un peu défavorable. Et puis il y a les hypotrophies inhomogènes, ou des retards de croissance intra-utérin inhomogènes qui se focalisent sur le poids, qui sont souvent acquis dans le dernier trimestre, et qui, eux, sont de meilleurs pronostics, puisque la taille et le périmètre crânien ne sont pas affectés. Là, on a un poids de naissance inférieur, et puis on voit dès le début qu'il y a un œdème des membres inférieurs et une nuque épaisse. Là, vous dites, ça sent un petit peu la génétique, vous vous demandez un petit peu de quoi il s'agit. Les particularités de l'examen clinique dans les 8 premiers jours, là, malheureusement, il faut connaître l'examen du 8e jour, du 9e mois et du 24e mois, qui sont les examens, comme vous le savez, obligatoires, dont il faut envoyer à votre caisse d'allocation familiale le feedback de cet examen pour que vous puissiez toucher justement ces allocations familiales. Donc, à 8 jours de vie, voilà ce qu'il faut faire, un examen appareil par appareil, et ça, ce sont tout bêtement les items qui sont écrits dans le carnet de santé. Donc il suffit d'être extrêmement institutionnel, normatif, vous faites l'observation d'externe, si je puis dire, à savoir la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le souffle, l'hépatosplénomégalie, la hernie, l'ictère, les organes génitaux, est-ce que les pouls fémoraux sont bien perçus, est-ce que la vigilance est normale, et le tonus axial des membres. On regarde au niveau des pieds et au niveau des hanches, on refait la manœuvre d'ortholamie ou de Barlow pour voir s'il y a une hanche luxable ou luxée. On fait un dépistage des troubles visuels avec juste la recherche du réflexe photomoteur. On regarde s'il n'y a pas un reflet blanc de la pupille. On provoque des auto-émissions pour voir s'il n'y a pas de surdité à l'évidence. Et puis on s'aperçoit bien que les dépistages biologiques sont réalisés. Vous savez qu'ils sont au nombre de, combien déjà les dépistages biologiques? On est entre nous. Alors évidemment, il y a la mucoviscidose, trypsine immunoréactive, qui nécessite un consentement éclairé. Il y a l'hypothyroïdie congénitale avec le dosage de la TSH. Il y a la drépanocytose chez les enfants à risque issus du bassin méditerranéen et de race noire avec l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il y a l'hyperplasie congénitale des surrénales avec le dosage de la 17-OH progestérone, et il y a le fameux test de Guthrie à la recherche d'une phénylcétonurie où on dose la phénylalanine qui est à un taux élevé. Le test de Guthrie, normalement, c'est uniquement pour le dépistage de la phénylcétonurie. Par extrapolation, on a appelé le test au papier buvard le test de Guthrie, mais le test de Guthrie, normalement, il est focal sur uniquement le dépistage de la phénylcétonurie. Donc, c'est à 8 jours qu'on doit bien voir si les dosages biologiques ont été faits et si on a bien les premiers résultats, et on propose des conseils de puériculture. Donc, vous voyez que c'est très exhaustif. Vous allez me dire, donc c'est pas sortable. Oui, il faut vraiment être
très systématique et avoir cet examen tout à fait objectif et important à 8 jours de vie. Donc les dates des autres examens obligatoires, on les a dit, hein, c'est vraiment 3 dates phares qui font l'objet d'une question tout à fait sortable s'il y a un dossier de pédiatrie. De toute façon, vous avez toujours en feedback le carnet de santé, puis toujours ces 3 dates. Et puis là, on a le lendemain un souffle cardiaque. Et là, vous dites, un souffle cardiaque, c'est pas quand même ma grande spécialité. Je vous rappelle que le souffle cardiaque, c'est quelque chose qui est déjà sorti hein, à l'ECN chez un enfant qui avait une dyspnée respiratoire, donc une dyspnée du nourrisson. Et comme vous le savez, quand on a du mal à respirer, c'est soit le poumon, soit le cœur. Il ne faut jamais oublier le cœur, que ça souffle ou que ça ne souffle pas, puisque comme vous le savez, les myocardites par exemple, ou les Kawasaki sont à l'origine de cardiopathies qui ne soufflent pas. Là, ce n'est pas le cas, ça souffle. Donc, devant un souffle, première question, est-ce qu'il est organique, fonctionnel? Si le souffle est diastolique, par exemple, la question ne se pose pas, il est tout de suite organique. Les souffles fonctionnels sont la très très grande majorité, c'est plus de 95-97% de l'ensemble des souffles, mais pour les 3 à 5% qui restent, là il faut vraiment les détecter. Pour l'électrocardiogramme, la radio-thorax, on peut la faire, mais c'est véritablement l'échographie cardiaque qui va nous permettre de faire le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va demander une échographie cardiaque ou pas? C'est simple, est-ce que le souffle a les paramètres, les caractéristiques d'un souffle fonctionnel? S'il a les caractéristiques d'un souffle fonctionnel, il n'y aura pas besoin de faire d'échographie cardiaque. Donc, sur ce chapitre souffle de l'enfant, véritablement le nerf de cette question, c'est de savoir quels sont les éléments qui permettent de déterminer la fonctionnalité ou l'organicité d'un souffle. Donc, il faut qu'il n'y ait aucun symptôme cardiovasculaire, il faut que vous puissiez percevoir tous les pouls, l'intensité inférieure à 3/6, le souffle il est donc mésosystolique, je rappelle le coup du souffle diastolique qui lui est forcément organique, il varie avec la position, le temps, il a une irradiation faible, et les bruits du cœur sont normaux. Si on fait une radiographie thoracique, évidemment, la taille du cœur est également normale. Donc là, on a fait une énonciation exhaustive de tout ce qui est fonctionnel dans le souffle, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc ici, en termes de points, voilà ce que ça va donner. Si vous cotez, il faut véritablement bien avoir tous les items en mémoire. Et puis là, on poursuit l'examen, et alors qu'on se demandait si le souffle était systolique, diastolique, fonctionnel, organique, tout à coup, vous voyez qu'il y a une asymétrie dans la palpation des pouls. Alors là, il ne faut pas aller chercher midi 14h, asymétrie dans la palpation des pouls, déjà, vous avez une idée du diagnostic, vous avez l'impression que ça ne circule pas bien dans un endroit, d'autant plus que là, il y a un intervalle libre. Parce que si on est dans une cardiopathie congénitale, il est né avec, pourquoi il y aurait un moment où l'enfant serait équilibré, puis brusquement, apparition à la fois d'un souffle et d'une décompensation cardiaque? Eh bien, il y a une réponse à cette question, et donc ce côté intervalle libre est très très évocateur, c'est la coarctation de l'aorte. Donc la coarctation de l'aorte, cette pathologie cardiovasculaire qui est certes congénitale, mais qui apparaît avec un certain délai, parce que tant qu'il y a la persistance du canal artériel, eh bien celui-ci peut compenser cette coarctation, et puis dès que le canal artériel spontanément, comme c'est le cas, se ferme au bout de 5 à 10-15 jours, et bien à ce moment-là, il y a une décompensation avec un tableau qui est parfois un tableau très sévère de cyanose, un enfant qui mime une infection materno-fétale, et volontiers cette détresse et ce souffle. Donc c'est véritablement important
de définir ce type de cardiopathie congénitale avec cet intervalle libre expliqué par cette persistance du canal artériel. C'est-à-dire qu'en image ici, hein, vous voyez bien l'aorte, l'artère pulmonaire et donc ce fameux canal artériel. Eh bien, on comprend bien que tant qu'il est présent, la circulation ici peut se faire, et puis que dès que ce canal artériel devient absent, eh bien à ce moment-là, il y a complètement une interruption du flux, et donc toute une partie du corps qui n'est plus irriguée par du sang oxygéné. Donc, coarctation de l'aorte apparaît avec un certain délai, contrairement à des cardiopathies congénitales comme la transposition des gros vaisseaux, la tétralogie de Fallot, j'espère que je ne vous dis pas des gros mots, ce sont des cardiopathies congénitales que vous n'avez pas à connaître, mais il faut savoir que la majorité sont à révélation néonatale. On organise la prise en charge de cette pathologie et puis on se demande est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il y ait un retard de croissance intra-utérin. Puis vous vous rappelez, vous vous remémorez ce que l'énoncé nous avait dit, qu'il y avait une grosse jambe. Là, c'est assez simple, au lieu d'essayer de chercher, il vaut mieux l'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a certains syndromes qui sont associés à une cardiopathie, ou si on va à l'envers, il y a certaines cardiopathies qui nécessitent la recherche de certains syndromes. Si on prend les syndromes les plus fréquents, c'est la trisomie 21. Vous avez un dossier avec une trisomie 21, vous allez chercher ce qu'on appelle le CAV, c'est-à-dire le canal atrio-ventriculaire. Si vous avez un enfant qui a une prématurité, vous allez chercher cette persistance du canal artériel qui peut persister longtemps. C'était d'ailleurs l'objet du dossier du nourrisson qui avait cette dyspnée dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, il avait une décompensation de sa persistance du canal artériel sur une infection. Si vous avez un enfant qui a une coarctation de l'aorte, vous allez immédiatement rechercher ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Ce syndrome de Turner qui survient chez la fille exclusivement, c'est une maladie génétique chromosomique, hein, 45X0, eh bien on sait que ces enfants-là sont plus susceptibles d'être victimes d'une coarctation de l'aorte que la population générale. Et ces enfants-là, on le sait, naissent volontiers avec un retard de croissance intra-utérin et parfois des gros œdèmes des jambes qui correspondent à un syndrome à coucher dehors, peu importe, on va le dire, c'est le syndrome de Bonnevie-Ulrich, peu importe. Toujours est-il que devant cette association, c'était la réponse à la question. J'ai oublié un autre syndrome, mais que vous connaissez, qui est le syndrome de Marfan. Lui, devant le syndrome de Marfan, on redoute toujours qu'il y ait une insuffisance aortique ou une dissection aortique, enfin une maladie vasculaire disséquante associée à cette cardiopathie. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un dossier une fois à l'ECN qui est sorti sur une femme enceinte qui avait un tableau marfanoïde, et c'était un marfan avec une dissection aortique, perpartum. Ah non, mais des fois ça peut tomber, donc quand on sait tout, on est décontracté. Quand on sait moins, on sait bien mobiliser tout ce qu'on sait. Donc l'idée, c'est de bien vous placer par rapport à votre situation. Donc ici, syndrome de Turner, avec le retard de croissance intra-utérin. Si vous avez mis les œdèmes des extrémités, pas le syndrome de Bonnevie-Ulrich, vous pouvez vous accorder le point, la coarctation de l'aorte. Évidemment, c'est le cariotype à la recherche du cariotype 45X0 qui va vous faire le diagnostic. Parfois, il y a des formes mosaïques avec un isochromosome ou des formes qui ne sont pas complètement évidentes en diagnostic, mais la réponse était tout simplement le cariotype. Donc la suspicion, elle est confirmée. Qu'est-ce qu'on va rechercher chez ce nouveau-né? Eh bien, d'autres malformations, d'autres problèmes.
le problème du syndrome de Turner, qui est donc une maladie génétique qui survient chez la fille, c'est qu'ils peuvent avoir la pathologie cardiovasculaire, on a dit c'est la coarctation de l'aorte, ils peuvent avoir des pathologies rénales, et c'est pour ça qu'il faut faire une échographie rénale et une recherche d'insuffisance rénale avec des reins en fer à cheval qui peuvent s'infecter, qui peuvent être malheureusement à l'origine d'insuffisance rénale ultérieurement. Il faut surveiller donc le cœur, c'est ce qu'on a dit, puisqu'elle avait la pathologie cardiaque. Et puis il y a des problèmes qui sont des problèmes sexuels avec malheureusement des ovaires qui sont, on va dire, rétractiles, non fonctionnels, et qui dans la majorité des cas vont se résumer au fil du temps à des bandelettes fibreuses à la place des ovaires, avec le problème d'hypofertilité, voire complètement de stérilité chez ces jeunes filles. L'autre problème majeur, comme vous le savez, c'est le problème de la croissance, puisque les syndromes de Turner, si on ne les prend pas en charge, font guère plus d'1m40, 1m45. La Haute Autorité de Santé nous a même accordé ce qu'elle appelle un PNNS, c'est-à-dire un projet national de surveillance de soins, avec toutes ces situations particulières, avec tous ces dosages à faire. Je vous les ai mis à titre d'exemple. Il est évident qu'il ne faut absolument pas les retenir, mais juste pour vous dire qu'il y a énormément de guidelines sur on a un syndrome de Turner, qu'est-ce qu'il faut faire pour le suivre. Là, on avait dit uniquement en premier lieu, je vous rappelle que chez le nouveau-né, le problème se situe au niveau du cœur, au niveau du rein, et c'est après qu'on va avoir le problème à la fois le problème de stérilité éventuelle, le problème de sensorialité avec des déficits, on va le voir au niveau des oreilles ou des yeux ou du contact, avec un développement psychomoteur qui est parfois un petit peu altéré, secondaire à cela. Quelles informations délivrez-vous aux parents à l'annonce du diagnostic? Là, on est dans l'item 1, qui est l'annonce d'une maladie grave. Vous imaginez, vous attendez un enfant, on vous dit bon, il est un peu petit, c'est un retard de croissance intra-utérin. Vous avez la bonne surprise de voir une fille qui est en bonne santé, puis après, premier coup de massue à 1 semaine de vie, on vous dit qu'il y a un problème cardiaque, puis après, deuxième coup de massue, on vous dit que non seulement il y a un problème cardiaque, mais il y a un problème génétique sous-jacent. Ça fait un peu lourd pour la famille, et donc là, le correcteur va vous demander de bien serrer cela, et l'item numéro 1, c'est relation médecin-malade, et là on rentre véritablement dans ce qu'on appelle l'annonce d'une maladie grave. L'annonce d'une maladie grave, est-ce qu'il y a un diagnostic anténatal dans le cadre d'une grossesse ultérieure? Et donc il faut véritablement, et ça fait partie de l'item 1, annonce d'une maladie grave, il faut se réserver un temps précis, dans un lieu précis, avec les deux parents, avoir un discours adapté, un programme thérapeutique. Il faut bien expliquer que tout ça, ça va être coordonné dans un centre de référence avec une équipe multidisciplinaire. Et là, c'est la douche écossaise. Il faut leur expliquer que non seulement il y a ce problème de cœur, ce problème de taille, mais que les parents ne sont pas au bout du problème. Il faut tout leur expliquer pour que petit à petit, on arrive à faire en sorte qu'ils métabolisent cette annonce d'une maladie grave. Ce n'est pas une maladie qui est immédiatement mortelle, mais elle est grave en termes de pronostic et de handicap. Effectivement, petite taille, quand même, il faut savoir que on est à moins 20 cm de la taille cible, c'est pas 1 ou 2, hein, et que même quand on les traite par hormones de croissance, leur espérance de taille est 1m45, 1m47. Donc, pour parler crûment, le syndrome de Turner va engendrer des filles qui vont être des naines. Il faut dire ce qui est. En termes d'infertilité et d'impuberté, on a besoin d'une assistance médicale à la procréation avec d'énormes difficultés, puisqu'il n'y a plus d'ovaires, il n'y a que des bandelettes fibreuses. Alors en plus, faire
une assistance médicale à procréation avec des dons d'ovocytes en France, c'est très très difficile. Alors, c'est souvent, et c'est ce qu'on voit, hein, les syndromes de Turner, malheureusement, elles vont en Espagne pour aller se faire féconder. D'ailleurs, si vous êtes à la frontière et que vous voyez une jeune fille très très petite qui passe une naine en train de déambuler, c'est que manifestement c'est un Turner qui va aller essayer de se faire une grossesse en Espagne. C'est pas de la moquerie de ma part, mais c'est pour vous dire la douleur et la difficulté que engendre cette maladie. Et puis, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Non seulement elles sont petites, non seulement elles sont stériles, mais en plus elles sont sujettes à des maladies auto-immunes, à des maladies métaboliques, à des difficultés scolaires avec besoin d'un suivi ophtalmo, ORL. Elles ont beaucoup de névis qu'il va falloir surveiller et enlever pour éviter que ne se développe un mélanome. Autrement dit, c'est en termes d'handicap une maladie très très handicapante, et en plus il n'y a pas de risque particulier ni d'amniosynthèse pour une autre grossesse, donc il y a un stress généralement en se disant qu'est-ce qui va se passer, est-ce que si on fait une autre ça va bien, est-ce que bon, il faut espérer que ce soit un garçon, au moins il n'y aura pas de problème de ce côté-là, mais la famille souffre énormément et l'enfant va devoir bénéficier d'une prise en charge spécialisée complètement adaptée. Et là, vous avez vu tout le dossier avec tout son déroulement, son scénario, et puis à la question 8, alors là on est dans la panacée parce qu'on a cet enfant qui a un syndrome de Turner, qui a eu des complications cardiaques et qui va avoir brusquement une hépatite avec une diarrhée, puis alors là on est complètement perdu. Alors, comme je vous ai dit, c'est des enfants qui sont de manière très très fréquente associés à des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes qui donnent la diarrhée avec une hépatite, au programme de l'ECN, en fait, il y en a une principale, c'est la maladie cœliaque. Maladie cœliaque qui se dépiste par un dosage des IgA antitransglutaminase qu'il faut faire au minimum tous les ans à titre systématique chez les enfants qui ont un syndrome de Turner, et a fortiori s'ils ont ce tableau-là. Alors on sait que parfois il y a des hépatites cœliaques, on les met au régime sans gluten, l'hépatite régresse, et puis parfois on a une deuxième maladie auto-immune surajoutée à cela, qui est une hépatite auto-immune, qui est de type 1 ou type 2, donc il faut effectivement dans ce cadre-là faire les IgA antitransglutaminase, les anticorps anti-musculis, les anticorps anti-LKM1 pour les deux types d'hépatite auto-immune avec le reste du bilan hépatique. Autrement dit, vous voyez qu'on est dans un dossier extrêmement transversal qui, à partir d'un retard de croissance intra-utérin, arrive à une maladie cœliaque compliquée avec comme axe ce syndrome de Turner. C'était une manière d'entrer dans la pédiatrie un petit peu violente peut-être, mais c'est un dossier qui est tout à fait sortable tel quel. En tout cas, quand des endocrinopédiatres envisagent un dossier qui peut tomber à l'ECN, il n'y a pas 10 000 choses qui leur viennent à la tête. C'est soit le diabète de l'enfant, et là, évidemment, vous êtes requis, mais ça ressemble quand même beaucoup au diabète insulino-dépendant de l'adulte, et puis c'est le syndrome de Turner. Ok ? Et donc vous avez vu, dossier transversal, très très sortable. Donc les items ici, on a abordé le retard staturopondéral, le souffle, le suivi du nourrisson, l'annonce d'une maladie grave, maladie génétique, avec même des ponts avec la gynécologie obstétrique. C'était un premier dossier, c'était un petit peu lourd et difficile, mais on est arrivé au bout, je vous félicite.